Aujourd'hui, on parle, je ne sais pourquoi, beaucoup d'écologie. On parle un peu moins, ou on recommence à parler d'écoféminisme. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je connais pas très bien dans le détail le mouvement écoféministe que j'ai découvert il y a quoi, 1 ou 2 ans, qui m'a d'abord laissé perplexe, puis beaucoup intéressé. Ce dont je voudrais parler, c'est de cette anthologie, We Claim, anthologie qui a été menée par Emily H. Pour les éditions Cambourakis. On est toujours dans cette fameuse collection sorcière que j'adore. Mais dont j'arrive plus à suivre les publications parce qu'il y en a quand même pas mal. Et regardez, c'est vraiment joli quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti. Donc c'est traduit de l'anglais par Émilie Noteris, avec relecture et note d'édition d'Emily H. Il doit y avoir une date quelque part, 2016. Donc je l'ai... 2016, 2019, je crois que je l'ai acheté à la sortie. Hein. Donc c'est vraiment ma découverte de l'écoféminisme pour ma part, mais évidemment le mouvement est plus ancien. Et on va d'abord partir donc de ce mouvement, donc de recueil de textes écoféministes, pardon, états-uniens, essentiellement états-uniens. Oh ben c'était marqué là 2016. Il est un peu gros, mais il arrive à se tenir dans le sac, dans le métro et à se transporter dans le sac. Il est assez léger, on peut le tenir d'une main. Moi j'aime bien. Ça, c'est puis joli carton, enfin c'est. Ça j'apprécie beaucoup quoi. On a un joli livre sans avoir cette idée du beau livre. Et ça c'est un chouette équilibre. Alors Emilia est professeure, il me semble que c'est son titre, de philosophie et elle-même écoféministe. Et là, en fait, ce qu'elle propose, c'est une anthologie. Une anthologie qui permette de se rendre compte de l'ensemble, enfin, ou plutôt d'avoir un échantillonnage de la production écoféministe avec des textes très, très différents, mais aussi, donc, alors, il y a 1 ou 2 articles, on va dire, un peu universitaires. Je me souviens d'un poème, avec donc aussi des focus sur telle ou telle question, par exemple celle essentielle, hein, de savoir s'il y a un essentialisme dans le discours écoféministe ou pas. Alors, pour le faire simplement, l'écoféminisme, c'est d'abord un mouvement pratique avant d'être un mouvement théorique, et ce n'est pas un mouvement qui est né aux États-Unis, plutôt en Inde et en Amérique du Sud. L'écoféminisme, c'est les mouvements de lutte écologiques majoritairement tenus par des femmes. Et en fait, dans les mouvements écologiques, il y a majoritairement des femmes. Et donc, c'est ce moment où, par la pratique et ensuite par la théorie, se trouve une conjonction entre la lutte féministe et la lutte écologique. Alors, c'est en cela qu'il pourrait y avoir un problème d'essentialisation qui fait que l'écoféminisme est souvent mal compris. Alors on a un écoféminisme français qui est très essentiellement incarné par Françoise Daubonne, qui a énormément produit et dont je n'ai rien lu. Donc je peux pas en parler, je suis vraiment désolée, je rattraperai ça à un moment. Elle commence à être éditée mais c'est encore un peu compliqué, et puis moi, je viens de finir ma thèse et en ce moment je lis des romans d'horreur, quoi. Est-ce que j'ai besoin de me détendre? Je suis désolée. Et là, donc, bon, là, je reste donc dans ces textes essentiellement états-uniens, mais pas uniquement, me semble-t-il. La question, donc, ce serait de savoir, ouais, super, l'écoféminisme, c'est le féminisme. Alors, comme là, dit un article qui était quand même assez insuffisant de Slate il y a pas longtemps, donc j'ai pas envie de donner le nom de l'autrice parce que ça me fait peine pour elle. L'écoféminisme, c'est pas le zéro déchet à la maison et faire soi-même son pain, hein. Ça c'est le zéro déchet. L'écoféminisme, il va plutôt vous faire sortir de chez vous pour aller jeter des sorts contre la Maison Blanche, participer à des sit-ins anti-nucléaires, aller à Bure, aller à Notre-Dame-des-Landes, des genres de choses. Hein. C'est ça l'écoféminisme, hein. C'est pas à la maison j'ai des couches lavables. Hein. Donc, parce que l'article voulait dire, oh là là, l'écoféminisme, dis donc, les femmes elles en font encore plus. C'est pas ça. Et ça, c'est. Non, ça, c'est la contrainte du zéro déchet, mais c'est une tâche domestique, c'est pas une tâche politique. Là, pour le coup, ça résout pas du tout la répartition des tâches domestiques.
Donc l'écoféminisme, c'est vraiment de la politique et une inscription très, très nette dans l'espace public, et pas seulement et ou uniquement l'espace privé. À la rigueur, s'il y a espace, il me semble qu'il y a un texte là-dedans, ça va être éventuellement dans la fondation de communautés autogérées, pas dans la vie de famille hétéropatriarcale. Pour le dire de façon un peu directe, quoi. Alors, c'est-à-dire, donc là, en quoi ce serait socialiste? Voilà, ces bonnes femmes qui sont contre le nucléaire et contre les armes, elles se revendiquent dans un discours de nature. Discours de nature qui a été parfaitement démonté par Colette Guillaumin, certes française, dans des articles qui sont parus dans Questions féministes. Donc, Questions féministes a été dissolu dissous, pas dissolu, en 80, en 79, je crois que c'est 80. Donc on est là dans les années de 70, et le féminisme matérialiste, notamment français, est un féminisme qui craint cette assimilation des femmes à la nature, parce que c'est bien, ça en fait de gentils petits animaux qu'il s'agit d'élever, et puis qui ne seraient pas tout à fait capables d'agir par eux-mêmes. Et évidemment, cette assimilation des femmes à la nature, c'est aussi la réduction au corps. Et le féminisme de Beauvoir et le féminisme matérialiste, qui n'est pas exactement le féminisme beauvoirien ensuite, c'est un féminisme, globalement, pas le féminisme de Psy-Epo d'Antoinette Fouque, mais qui n'est pas dans un refus du corps, mais qui est en fait un féminisme très sociologique dans les études et dans les faits, et dans ce qu'on peut appeler, sans forcément bien le comprendre, le constructivisme. À savoir que il n'y a pas seulement un sexe, déjà biologiquement c'est compliqué de parler d'un seul sexe, et après socialement il y a des rôles sociaux et des identités qui vont être assignées. Et c'est bien par la contrainte que ces assignations se font sentir. C'est vraiment très très raccourci. L'écoféminisme pourrait sembler être l'envers complet de cela, avec notamment un retour à la déesse mère et ce genre de choses. Il y a une partie de l'écoféminisme qui va dans cette direction-là, parce que l'écoféminisme est notamment inspiré du néopaganisme. Et c'est un féminisme qui renoue beaucoup plus avec la spiritualité que ne le faisait le matérialisme. Beaucoup plus marxiste, donc athée, très souvent. Donc, il peut y avoir ce retour, et avec des revendications, on va dire, naturalisantes, etc. Ça existe dans l'écoféminisme, mais globalement, ce n'est pas cela, c'est-à-dire que ce qui se passe avec l'écoféminisme, et c'est là où ça devient intellectuellement passionnant et politiquement essentiel, c'est que l'écoféminisme n'est pas dans la revendication, on va dire, des ovaires, comme une supériorité paradoxale qui renverserait l'ordre établi, etc., vers un matriarcat, ou ce genre de choses. Globalement, c'est pas du tout ça qui va fonctionner, mais ça va être le refus d'un mode de pensée de rationalisation, et notamment de construction de la science, qui sera analysé comme relevant d'une masculinité qui parfois est qualifiée de toxique. Moi, je préfère parler de virilisme. Et là, maintenant, il faut que je revienne un peu en arrière pour parler un peu de tout ça, et notamment, moi j'étais plus sensible aux articles universitaires, j'en ai même cité dans ma thèse. Parce que la poésie de la nature, c'est pas trop mon truc. Alors, ce côté spirituel, pas néo-païen, mais qui peut y ressembler, donc qui est pas du tout de la Wicca. J'avais déjà parlé de Starrock et des métaphores dans une vidéo qui s'appelait, je crois, Métaphores et magie. Il y a un article de Starrock, donc écrit par elle, traduit dans le volume d'Émilie H. Il faut bien comprendre que cette sorcellerie incarnée par Starrock, alors elle peut passer par jeter un sort, mais d'une certaine manière, elle repose d'abord sur des dynamiques de groupe. Non rationnel. Mais non rationnel, ça ne veut pas dire illogique, fanatique ou sectaire. Et c'est là que je vais faire un petit cours. Parler un peu d'histoire des sciences et des idées. Alors notamment, il y a cet article de Caroline Merchant, je sais pas où elle est... Attends, qu'est-ce que je parle mal anglais, je suis toujours désolée. Je sais pas où elle est passée.
Ah voilà, exploiter le ventre de la terre. 30 pages, hein, 129 à 159. Plutôt le suivant commence à 159, donc il doit s'arrêter à 157, 158. Caroline Marchant est l'autrice d'un livre très important, pas traduit en français, qui s'appelle The Days of Nature, et j'ai oublié le sous-titre là maintenant tout de suite, que j'ai lu cet été pour la thèse, alors que j'ai pas fini, que j'ai bien parcouru. Et l'idée de Marchant, et en fait de beaucoup d'autres, c'est de montrer comment, et là notamment dans Exploiter le ventre de la Terre, alors je parle vraiment de cet article-là, c'est comment les métaphores utilisées pour parler des femmes et de la Terre, notamment, enfin, et qui se mettent en place à partir du XVIe siècle, je m'appuie sur Caroline Marchant, sont des métaphores donc viriles, donc viril c'est pas masculine, hein, c'est un cran au-dessus, hein, guerrières, qui vont voir le labour comme un coït et le coït comme un labour, en gros, hein, avec un jeu d'interaction qui permet de modeler des images qui vont se répondre entre la Terre et les femmes, et plus exactement entre la Terre et le féminin, parce qu'on ne parle pas tellement en fait, des femmes particulières là, on parle de leur femme, donc le féminin, l'idée du féminin, qui se trouve ainsi renvoyée à une idée de nature, et la nature par elle-même, et dans le même temps réduite à son exploitation. Et Marchant date à peu près ça du XVIe siècle, ce qui correspond en fait parfaitement à... alors ça dépend un peu votre point de vue hein, finalement, mais le début de la science moderne, avec Francis Bacon en Angleterre, Descartes ensuite au XVIIe en France, et après vous avez les Lumières, et la mise en place d'une rationalisation, on va dire grosso modo à la Renaissance, avec l'humanisme. Ce qu'on a appelé ensuite, et apparemment c'est Michelet qui aura appelé la Renaissance. Donc, à la sortie du Moyen-Âge. Et en fait, alors là, je vais parler de plusieurs livres en même temps, pour vous en présenter une synthèse. C'est assez intéressant de rapprocher ça de Caliban et la sorcière de Silvia Federici. J'ai aucune idée de l'endroit où je l'ai rangé, j'ai la première édition française. Donc, la thèse de Caliban et la sorcière, c'est que la colonisation et donc le début de la traite négrière, la colonisation notamment de l'Amérique, mais pas seulement, et le génocide sorcier, donc ce que les féministes appellent souvent le génocide des sorcières, ont lieu en même temps parce qu'il s'agit d'anéantir des formes de savoir et d'économie ou plutôt pour permettre le début du capitalisme moderne. Et ce début du capitalisme moderne sera en même temps le début de la science moderne. C'est aussi l'idée que vous avez, enfin plutôt la thèse, hein, ce ne sont pas des opinions, hein, ce sont des choses, des hypothèses théoriques très fortes, avec des systèmes de pensée, mais des grandes bibliographies derrière. Hein, et je vais encore oublier son nom, Peter Lineburn, voilà, et Marcus Rediker dans l'Hydre aux mille et un visages. Et donc Marcus Rediker, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les pirates, c'est un historien de l'Atlantique et notamment de la traite négrière. Leur idée, donc là c'est de l'histoire d'en bas et de l'histoire de gauche, hein, mais pas de l'histoire des femmes là. Là on est en histoire des prolétaires et des opprimés. Ce qu'ils étudient dans ce bouquin, que je trouve assez dur à lire, hein, c'est comment l'image de l'hydre, qu'il faut sans cesse opprimer, se retrouve de part et d'autre de l'Atlantique, grosso modo du XVI au XVIIIe siècle, donc en Angleterre, en France, enfin ils étudient surtout l'Angleterre, la France, les États-Unis, et désignent en fait toutes les oppositions, alors à une forme on va dire proto-capitalistique, qu'est la traite négrière et la colonisation, et donc en fait c'est l'étude par la métaphore de l'hydre de l'éradication de ces oppositions populaires, décoloniales, je sais pas, là ça colle pas, ça serait anachronique, mais donc on va dire prolétaires, des marins, dans les ports, les émeutes aussi de la faim contre le mouvement des enclosures de l'Angleterre élisabéthaine, c'est-à-dire donc sous Élisabeth Ier et ensuite, donc d'appropriation des espaces communs par des privés, en mettant des petites clôtures, hein, en privatisant les espaces communs et en se les appropriant.
C'est à peu près une étude de ça, hein, et comment en fait, en plus c'est toujours la même métaphore qui revient, celle de l'hydre. Et l'hydre en fait, bah, ce sont les défenseurs d'un système antécapitaliste. Et c'est surtout une histoire d'homme d'ailleurs, là, dans ce livre-là. C'est ce que montre Caroline Merchant dans The Death of Nature. Bon, c'est ce que vous trouvez dans Sorcière de Mona Chollet, mais enfin on est très loin quoi. Là il faut lire plutôt Federici, on gagne du temps. Et puis il y a d'autres histoires de la sorcellerie, de revendication des sorcières. En bref, cette idée, et j'en oublie un dans mes références théoriques, pour expliquer ce qui se passe en fait entre le XVIe et le XVIIIe siècle, non seulement en termes économiques, donc comment le système économique est en train de changer, comment le système de la propriété est en train de changer, comment, et ça on le voit avec Michel Foucault, mais Foucault, ce sont des théories et des hypothèses qu'il faut beaucoup reprendre et détailler, hein, parce que ce sont des systèmes, hein, donc dans le détail c'est toujours compliqué. Mais comment en fait se met en place ce que Foucault a appelé une nouvelle épistémée, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser. Alors vous savez, l'histoire, et notamment l'histoire des sciences et l'histoire des idées, ce n'est pas un long progrès, hein, on n'a pas un long fleuve tranquille où on aurait de plus en plus de savoir. Ça, c'est vrai en fait sur des zones qui, au regard de nos vies, sont assez longues, hein, mais qui, au regard de l'histoire, sont assez courtes. C'est ce côté cumulatif des progrès. Et Thomas Kuhn, notamment, et ce sont des réflexions qu'on trouve aussi dans les carnets de notes de Claude Bernard, a mis en avant l'idée de révolution scientifique. En fait, pour Thomas Kuhn, il y a une science normale. Ce qu'il appelle science normale, c'est grosso modo la science celle qu'on va l'enseigner à l'université, hein, dans les manuels. La science des manuels de licence. Et cette science normale finit par achoper sur un problème théorique de représentation. Les concepts ne suffisent plus, et quelques aventuriers vont émettre des hypothèses et réussir. Alors, il mentionne bien le fait que certains n'y arrivent pas pour plein de raisons sociales, de carrière, etc. Et donc, ça, ce sont des hypothèses avortées dont on n'a pas connaissance. Ça nous ramène du côté de Benjamin. Mais proposer donc un nouveau paradigme qui, non pas par diffusion des lumières, hein, qui s'imposera avec le temps, quand les défenseurs de l'ancien système, grosso modo, seront morts. Et c'est vraiment du Thomas Kuhn, hein, ça, hein, c'est pas moi qui l'explique comme ça. Et donc, ce nouveau paradigme deviendra à son tour la science normale. Et donc, en fait, on change comme ça de paradigme. Et Foucault, alors là, un paradigme, c'est vraiment sur une branche du savoir, mais assez précise, hein. Tout cela s'inscrit alors dans ce que Foucault appelle des épistémés. Et les épistémés, c'est la façon dont on se représente le savoir, les savoirs, et comment par ces savoirs on se représente le monde, en gros. Ça va ? On suit ? Allez, on continue. Donc, en fait, quand on prend ces théories de l'histoire des sciences et des idées, donc Thomas Kuhn, Foucault, etc., on voit bien comment, pour l'épistémée 16-18e siècle, en fait, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de la période, grosso modo, Moyen-Âge, qui n'est pas du tout une période sombre, etc., où les gens étaient sales, hein. Ça, en fait, c'est le 16e. Hein. C'est le 16-18e. En gros, donc, ce qu'on appelait les temps modernes, il faut être résolument moderne, ou absolument moderne, c'est beaucoup plus rigolo. Et en fait, c'est l'invention de la science moderne. Et l'écoféminisme, au-delà des luttes politiques, donc là, qui sont essentielles, m'intéresse parce que l'écoféminisme propose une épistémologie en marge de la science. Et alors là, maintenant, je vais rentrer dans les détails. À partir d'Emilia, je pense que c'est pas mal d'avoir ces jalons d'histoire des sciences et d'histoire des idées pour aborder l'écoféminisme. Donc c'est plus une propédeutique, hein, quelque chose pour préparer à cette lecture-là. C'est super facile, c'est super facile à lire. C'est hyper agréable à lire, c'est des articles. Emilia H a fait un travail de présentation extraordinaire, c'est hyper clair, on a plein de jalons. Je veux dire, on aime ou on n'aime pas l'écoféminisme, hein, mais on peut pas se perdre. Avec ce livre, on sait où on va, c'est génial. Et ça, c'est vraiment ultra précieux.
Donc qu'est-ce qui se passerait alors au XVIe siècle? Et notamment, donc l'écoféminisme, et en fait, Silvia Federici n'est pas à proprement parler d'écoféminisme, mais elle entretient ce mouvement d'écoféminisme, ce mouvement écoféministe, et c'est une des raisons qui va expliquer, et ça, hop, j'y arrive à la fin, le retour aujourd'hui à la mode des sorcières. On y va? Alors l'idée c'est que, en fait, cette science rationnelle, dominante, voire dominatrice, est essentiellement masculine. Elle l'est sociologiquement. Les femmes sont de plus en plus exclues des sciences, et grosso modo des savoirs. Déjà parce que sociologiquement, et ça l'histoire de la sociologie des sciences le montre, ben en fait des savoirs, il y en avait au moment où on invente l'idée de science, ben c'est en fait contre les savoirs qui étaient, alors certaines diront féminins, quand on parle par exemple des sorcières, c'est-à-dire plutôt des guérisseuses, des sages-femmes, mais plus largement des savoirs donc, qui pouvaient quand même être mixtes pour certains dans cette sociologie, mais la science elle-même, enfin ou plutôt telle qu'elle se pense et se pratique, se positionne contre ces savoirs sans permettre l'intégration des femmes et au contraire en actant leur exclusion. Alors évidemment qu'il y a eu des femmes scientifiques, évidemment qu'il y a eu Madame du Châtelet, évidemment qu'il y a eu Ada Lovelace. Si on arrive à retenir les noms, et encore on les retient peu, c'est bien qu'il y en a eu une infime partie. Et pour quelques rappels, les femmes n'avaient pas le droit d'aller en médecine, les sages-femmes ont été de plus en plus exclues des naissances, elles n'avaient pas le droit aux forceps, de toute façon elles étaient plutôt contre les forceps. Alors là, il y a des histoires comme ça de la naissance et de l'obstétrique, et de la science obstétricale contre la maïotique en fait. C'est pas la même chose, historiquement. C'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant parce que, grosso modo, alors ça c'est un chiffre que j'ai trouvé dans un livre semi-historien, semi-militant, Sorcières et guérisseuses, on est dans les années 70 aux États-Unis, mais enfin, ce moment d'invention de la science moderne et de promulgation de la médecine contre les arts de la guérison, ça veut dire que... et la même chose s'est passée dans les colonies. Ça, Federici montre comment les guérisseurs ont été considérés comme sorciers pour être chassés et brûlés dans les colonies. Ce moment-là, ça a été un moment d'éradication de 80 ou 90% de nos savoirs médicaux d'un coup. Il a fallu 2 siècles pour qu'on les rattrape. Un chiffre à vérifier, mais l'idée n'est pas fun. Et première femme psychiatre en France, il faut attendre Madeleine Pelletier, fin du 19e. Donc elle met du temps à revenir, les femmes. L'accès aux grades universitaires a été ultra tardif, l'accès aux études a été encore plus tardif, l'accès aux métiers a été encore plus long. Donc si on reprend comme ça l'histoire de ces métiers, en fait c'est vraiment une histoire de l'exclusion puis de la reconquête des métiers, des professions, et notamment donc scientifiques, on va dire de savoir, par les femmes. Mais exclusion par les hommes. Faut pas rêver. Donc ça, et en fait l'écoféminisme s'inscrit dans cette lignée-là. Alors là, ce que je trouve absolument passionnant, c'est de voir... j'ai appris plein de choses, par exemple en lisant l'hydre mille têtes, peut-être que je confonds avec le héros au mille et un visages de Campbell. J'ai appris que Francis Bacon il était ministre pro-colonisation et que tout le bouquin montre comment en fait son œuvre théorique scientifique, une partie du bouquin, et on va dire épistémologique, de fondation d'une épistémologie, lui permettait ou était appuyée par un travail législatif et j'allais dire répréhensible, mais en tout cas de répression très, très nette, quoi. Donc, c'est-à-dire que l'invention de la science moderne, ça n'est pas par hasard en même temps que des massacres. Ça va ensemble. Et en même temps, je vous dis pas la science est forcément le massacre.
on va un peu en détail. Shakespeare, lui aussi, avait des billes dans les compagnies de colonisation, et toute une histoire autour de Caliban, c'est absolument passionnant, mais ça, je pense que j'en parlerai une autre fois. Mais en tout cas, il y a très clairement une entreprise scientifique, médiatique, législative et exécutive pour imposer un nouveau système économique qui s'appelle le capitalisme. Et la science, en fait, est pensée, et ça Merchant, Federici, etc., donc, le démontre parfaitement, et les textes de l'anthologie d'Émile H, comme un processus, là je vais reprendre les mots de Descartes, donc un peu après, de maîtrise et de possession de la nature. Nous ferons maîtres et possesseurs. Donc ça veut dire propriété privée, exploitation, littérale, hein, et utilisation et réduction, en fait, aussi, au statut de marchandise. Et ce qui, en fait, est nouveau, hein, sur la période. Donc, ce que montre Merchant, hein, cette double construction en parallèle de la terre-femme et de la femme-terre, hein, ça va ensemble. Et ça va dans l'idée d'une exploitation ensuite. Donc vous comprenez pourquoi Guillaumin, derrière le discours de nature, alors ne s'appuie pas hein, sur cet ensemble historien, mais Guillaumin, dans le discours de nature, l'article que je vous mentionnais, article en deux parties, montre aussi comment assimiler les femmes à la nature revient donc à les essentialiser, elles ne sont plus en mouvement, et elles sont ainsi limitées à des essences éternelles. C'est bien commode, hein, l'éternel féminin, on en fait, on en dit ce qu'on veut. Voilà. Alors, est-ce que, pour le coup, l'écoféminisme est anti-scientifique ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, en fait, vous avez tout un spectre d'attitudes et d'épistémologie par rapport à ça. C'est-à-dire que je trouve absolument passionnant de constater qu'Isabelle Stengers, qui est vraiment une immense philosophe des sciences, est une des meilleures amies de Starhawk, une sorcière actuelle. Et Starhawk lance réellement des sorts. Est-ce que ces sorts, elle y croit en tant que magie ? Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose plus de l'ordre du rituel, individuel ou collectif ? Il y a des deux. Voilà, en gros. Moi, je suis pas dans sa tête. Hein. Stengers, d'ailleurs, a elle-même fait un livre qui s'appelle La sorcellerie du capitalisme, que j'ai sur une étagère et qu'il faut absolument que je lise. Mais en tout cas, l'image de la sorcière, qui était déjà un peu hypée par Jules Michelet, mais là remonte, alors autour des années MLF, dans les années 80, et aujourd'hui très très fort. Alors il y avait une revue sorcière, il y a eu le mouvement de la Wiccan, mais voilà, qui est très particulier, le néo-paganisme. Aujourd'hui, le sorcière de Mona Chollet, donc le Caliban et la sorcière de Federici, etc. Bon, ça c'est vraiment les jalons épistémologiques qui expliquent pourquoi il y a un witch block dans les manifs, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, et pourquoi en fait on a un retour ou des revendications comme cela de sorcellerie. C'est contre l'idée d'une science qui s'est construite comme donc sociologiquement, mais aussi idéologiquement masculine et surtout viriliste, avec un discours de maîtrise et d'exploitation de la nature. Grosso modo, est-ce que tout peut être étudié et exploité ? L'idée, c'est que non. Comment ça se passe ? À voir, enfin. Vous voyez ? Et je trouve absolument... alors, je trouve ça hyper intéressant. Mais vraiment, vraiment hyper intéressant. Et alors après, si on croise avec... alors, c'est beaucoup moins politique, mais les ouvrages de Blumenberg, qui sont globalement des... Enfin, pour ceux que j'ai lus, mais des histoires, des métaphores épistémologiques à travers les siècles, etc. Enfin, c'est hyper riche. Donc comment se représente le savoir ? Et l'idée qu'il puisse y avoir une science globalement objective, et qui permette de rationaliser le monde. C'est ça, l'idée de la science moderne, et c'est une idée sur laquelle nous sommes, au niveau civilisationnel, en train de revenir, donc déjà parce que, alors, il y a eu les mouvements ludistes anti-progrès, donc le sabotage des machines en gros, mais là on est sur de la technologie, je parle vraiment de la science en tant que productrice de savoir, et de savoir considéré comme scientifique avec des démarches de validation. Est-ce que ce mouvement écoféministe est contre la démarche scientifique ? Non. Et d'ailleurs, beaucoup
d'écoféministes sont des universitaires qui comprennent les processus de validation. Par contre, elles vont dire que ces processus sont faussés et que l'objectivité revendiquée est un leurre. Et en fait, je crois qu'il faudrait vraiment écrire toute une histoire de l'objectivité des points de vue, qui allierait une histoire de la perspective, par exemple, à cette idée d'une science objective qui se traduirait en langage mathématique. Et alors, le problème, c'est pas le langage mathématique, c'est la traduction de tout en langage mathématique. Et surtout la réduction à la donnée mathématique et surtout à la donnée statistique, par exemple. Alors, est-ce que pour le coup, l'écoféminisme est irrationnel et sectaire ? Eh ben, il y en a un peu, voilà, ça c'est sûr, parce que il faut quand même des assises théoriques assez solides en histoire et philo des sciences pour comprendre cela, et puis on n'a pas forcément envie de faire ce boulot-là pour plein de raisons. Et l'idée est aussi de valoriser des savoirs non scientifiques, mais pas forcément non rationnels, hein, ça c'est différent, ou irrationnels, mais qui n'entrent pas, ou qui soient reconnus comme savoir, sans entrer dans cette démarche scientifique. C'est une des raisons pour lesquelles le témoignage, hein, MeToo, mais avant le MLF a ouvert déjà un mouvement de parole, et ça ce sont des choses que l'on trouve sur toutes les vagues féministes, on va dire les trois du 20e, la 4e actuelle, mais aussi les au moins 3 que l'on peut voir au 19e. Hein. Ce sont des mouvements de prise de parole. Donc public et d'extériorisation du privé en politique, ou plutôt la reconnaissance du fait que le privé est politique. Et ça, voilà, comment... alors, ça, c'est un savoir. Très concrètement, par exemple, si on prend l'exemple de MeToo, ça a lancé un savoir. Un savoir que les femmes sont réellement... Alors, c'était un savoir, en fait, que scientifiquement, on avait déjà. Les femmes subissent très majoritairement des agressions. Je crois que c'est 1 sur 5 qui a été ou qui sera violée dans sa vie. Les chiffres changent tout le temps. Enfin, plutôt, il y a plusieurs façons de calculer. Il y a plusieurs façons de parler de viol aussi. Et c'est assez compliqué de se reconnaître comme victime de viol. Donc, c'est pour ça aussi que c'est compliqué ces questions. Et là, la question, elle est non pas de dire MeToo a lancé un savoir en soi, parce qu'en fait, scientifiquement, ça on le savait, il y avait déjà des enquêtes statistiques. En revanche, ce qu'a permis MeToo, c'est la diffusion de ce savoir. Et c'est passé par un biais non scientifique, le témoignage, l'auteur, etc. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est aussi une démarche qui n'entre pas dans le processus de la validation scientifique et ou juridique. Et qui remet en question, on va dire, au moins la validation juridique. Ça, c'est vraiment intéressant. Et après, les militantes vous diront la justice est patriarcale, honnêtement je le pense. De toute façon, on est encore les héritiers et les héritières du code Napoléon, hein, même s'il est un peu dépoussiéré, il reste là. Hein. Qui sociologiquement fait la justice, comment les lois sont-elles pensées, comment les lois sont-elles appliquées, toutes ces questions-là, etc. En tout cas, bon, je pense que c'est un peu compliqué comme vidéo, pour le coup je suis un peu loin du livre, c'est une question qui m'avait été posée plusieurs fois, donc est-ce que l'écoféminisme est scientifique ? Oui, pour une bonne part, mais pas seulement, et c'est pas la science telle que se proclamant objective, mais c'est aussi une forme de scientificité qui prend la science comme objet d'étude. Ça, c'est vraiment ce que fait Caroline Merchant. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Alors, voilà, j'ai signalé aussi Rediker. Concrètement, il n'y a pas que les féministes qui remettent en question cette idée d'une objectivité de la science. Hein, et puis, déjà, les scientifiques entre eux, etc. Mais l'écoféminisme est quand même un mouvement assez important pour permettre vraiment cette remise en question de façon très visible, quoi. Très visible, et après avec des symboles politiques comme la sorcière, nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler, ou que vous avez brûlé, ça dépend des slogans. Mais donc comme revendication d'un statut victimaire et victimaire dans l'histoire, hein, et donc c'est l'appartenance à une histoire particulière, comme
revendication politique, et aussi donc comme revendication épistémologique. Alors j'espère que ça aura été clair, et que ça vous aura intéressé. Dites-moi si vous voulez que j'aille dans une direction ou dans une autre. Ça, c'est un peu mon bagouin dans l'histoire des sciences. Évidemment que j'ai vraiment fait l'histoire des sciences en détail pour mes propres recherches, mais en tout cas, l'idée que la construction du mythe de l'objectivité scientifique peut se dater et s'étudier, ça pour moi, ça a été une immense claque. Parce que vous comprenez bien qu'une objectivité qu'on invente, c'est beaucoup moins objectif que ce que l'on aurait pu croire. Je vous dis à bientôt.